Nouvelle onde de choc. L'Allemagne vendrait Nord Stream aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Notre pipeline tant vanté, présenté comme le symbole de notre indépendance énergétique, pourrait bientôt passer sous contrôle américain. Et savez-vous à qui incombe cette responsabilité? Les dirigeants actuels et leurs choix politiques, une fois de plus, au cœur de la tourmente. Imaginez, chers amis, que Nord Stream, cette artère vitale pour un gaz russe bon marché, se remette à fonctionner, mais plus sous contrôle allemand. Non, en contournant l'Union européenne et avec une implication directe de Washington. Certains médias évoquent des sources fiables, parlant de négociations discrètes entre les États-Unis, l'Allemagne et la Russie. Des voix proches des milieux énergétiques murmurent que le pipeline ferait partie de tractations confidentielles. Un scénario? La reprise des flux de gaz, peut-être en partenariat avec les Américains? Cela peut sembler irréel, et pourtant, les spéculations persistent. L'Europe paraît exposée, fragmentée entre trop d'intérêts nationaux et trop de calculs politiques. Beaucoup d'acteurs, mais peu de véritables décideurs. Un paradoxe troublant se dessine. Alors que l'on parle de souveraineté et de stratégie, certains redoutent que les décisions se prennent ailleurs, loin des citoyens, dans un jeu d'influence qui pourrait redéfinir les équilibres mondiaux. Stupéfiant, les États-Unis rachètent Nord Stream 2 et se mettent à livrer du gaz à l'Europe. Les mêmes États-Unis qui, sous Joe Biden, ont tout fait pendant des années pour bloquer et torpiller ce projet stratégique, veulent désormais en prendre le contrôle et faire circuler le gaz sous leur bannière. Et pendant ce temps, nos responsables politiques avancent à tâtons, comme s'ils refusaient de voir la réalité en face. Comment peuvent-ils être à ce point aveugles et ne pas comprendre que des figures comme Jared Kushner ou Steve Bannon résonnent avant tout en hommes d'affaires? Ils l'ont démontré ailleurs. Derrière chaque crise, ils voient une opportunité économique. Transformer des zones de conflit en projets d'investissement, parler rendement, influence, levier financier. Cela peut sembler cynique, voire choquant, mais il ne faut pas se tromper. Ces acteurs analysent la géopolitique à travers le prisme du profit et du pouvoir économique. Pensez-vous réellement qu'un projet de plusieurs milliards d'euros, doté d'infrastructures colossales et d'une importance stratégique majeure, soit destiné à rouiller pour toujours au fond de la mer Baltique? On ne laisse pas une telle installation devenir une carcasse inutile. Trop d'argent, trop de calculs stratégiques, trop d'intérêts nationaux et internationaux sont en jeu. Dans les coulisses, les comptes se font, les scénarios se dessinent, et rien n'est laissé au hasard. La société Nord Stream 2 AG, exploitante du pipeline, est enregistrée en Suisse et ne relève donc pas du droit allemand. Cela signifie que l'ensemble de la procédure dépend exclusivement de la législation suisse et non de la volonté de Bruxelles ou des directives venues de Washington. Récemment, un tribunal helvétique a prolongé la protection contre l'insolvabilité et accordé à l'entreprise un délai supplémentaire de 60 jours pour parvenir à un accord avec ses créanciers secondaires. C'est une échéance décisive. En cas d'échec, la société sera officiellement déclarée en faillite et mise en vente. Pourquoi est-ce si crucial? Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple société écran sans substance. Nord Stream 2 AG détient une infrastructure évaluée à près de 10 milliards d'euros. Gazoducs, stations de compression, documents techniques, licences, tout est en place. Un tel ensemble pourrait être cédé pour une fraction de sa valeur réelle. Imaginez qu'un projet financé à coût de milliards par des investisseurs russes et européens soit bradé à un prix dérisoire. Pour certains milieux politiques, ce scénario représenterait le coût direct des vagues de sanctions imposées par les gouvernements successifs et l'Union européenne. Au lieu de privilégier la coopération énergétique avec la Russie, les choix stratégiques auraient conduit à une impasse. Désormais,
La question ne serait plus de savoir si le pipeline peut fonctionner, mais à qui il appartiendra demain. Et c'est précisément là que se jouerait le véritable tournant. Puis un nom a émergé. L'investisseur américain Stephen Lynch. Qui est-il réellement? Pas un simple entrepreneur de passage, mais une pièce maîtresse inattendue. Il disposait d'une autorisation spéciale du département du Trésor américain pour négocier avec des entreprises sous sanction. Ce type de feu vert ne s'obtient pas par hasard. Il suppose une validation politique au plus haut niveau. Lynch n'agissait pas en franc-tireur. Il intervenait avec l'aval de Washington, voire dans le cadre d'une stratégie plus large. À la fin de l'année dernière, il a officiellement déposé une offre de rachat pour Nord Stream 2. Dans sa lettre, il parlait sans détour d'une occasion historique pour les États-Unis et l'Europe de maîtriser l'approvisionnement énergétique européen jusqu'à la fin de l'ère des énergies fossiles. Maîtriser. Le mot est lâché. Il ne s'agit ni d'assistance, ni de solidarité, ni même de diversification, mais bien de prise de contrôle. Et ce terme n'est pas anodin. Il renvoie à une logique de puissance géostratégique, à un levier d'influence face à la Russie, mais aussi face à l'Europe elle-même. Certains y voient la preuve que Washington ne cherche pas un partenariat équilibré, mais une position dominante. Après avoir imposé pendant des années son GNL coûteux, l'Amérique chercherait désormais à mettre la main sur l'infrastructure elle-même, afin de prolonger et consolider cette emprise. Imaginez le scénario suivant. Nord Stream 2 AG se retrouve en défaut de paiement et déclare faillite. Ses actifs sont mis aux enchères. Un projet évalué à 10 milliards d'euros serait alors cédé pour quelques millions seulement, et un investisseur américain l'acquérait avec l'aval de Washington. Du jour au lendemain, les États-Unis détiendraient un gazoduc sous la mer Baltique capable d'acheminer d'immenses volumes de gaz vers l'Europe. Même sans flux immédiat, la simple propriété d'une telle infrastructure constituerait un levier stratégique considérable. Chaque réparation, chaque remise en service ou même chaque décision de mise à l'arrêt deviendrait aussitôt un sujet de confrontation politique. L'ensemble de la relation énergétique entre la Russie et l'Europe s'en trouverait redéfini. Du point de vue allemand, certains y verraient une perte d'influence et de capacité de décision. Des voix critiques soulignent depuis longtemps ce risque de dépendance inversée. À Bruxelles, l'évolution de la situation est suivie de près. Tandis que certains responsables mettent en avant la transition énergétique, d'autres s'inquiètent des répercussions économiques. Du côté de Moscou, l'hypothèse d'une faillite est perçue comme une crise provoquée par les sanctions, les pressions politiques et les tensions géopolitiques. Juridiquement, l'influence russe reste limitée par le cadre du droit suisse. Mais politiquement et symboliquement, le ressentiment face aux décisions occidentales ne cesse de croître. À partir du 1er janvier, plus aucun mètre cube de gaz ne transitera par l'Ukraine vers l'Europe. Gazprom n'a plus rien à perdre. Cette situation ouvre la voie à une réaction ferme. Et c'est précisément là que la réponse de Moscou a pris l'Occident de court. Selon plusieurs sources, la Russie aurait clairement indiqué qu'elle ne reprendrait pas les livraisons via Nord Stream 2 dans les conditions actuelles, quel que soit le propriétaire de l'infrastructure. Pas de gaz pour un système perçu comme une arme dirigée contre elle. Alors, pourquoi Washington voudrait-il réellement cette pipeline? Pas simplement pour récupérer un projet qu'il combattait hier. Il ne s'agit pas seulement d'une société endettée, mais d'un réseau complet, déjà construit, déjà posé, prêt à fonctionner. Les conduites sont en place, les terminaux existent, l'essentiel est opérationnel. À une époque marquée par des contraintes environnementales strictes et des tensions sociales croissantes, disposer d'une telle infrastructure représente un atout stratégique inestimable. Celui qui tient la clé de la conduite domine la table des négociations. Voilà l'argument avancé. Garder la main jusqu'à la fin de l'ère fossile. Cela peut sembler vertueux en apparence, mais au fond, la question porte sur le contrôle des volumes,
des prix et des flux. L'Europe a payé un prix élevé pour le boycott énergétique de la Russie. Factures en hausse, désindustrialisation progressive, délocalisation vers les États-Unis. Certains affirment l'avoir anticipé. Selon cette lecture, la crise énergétique serait le résultat direct des sanctions européennes et d'une orientation idéologique rigide. Et désormais, Nord Stream 2 deviendrait à son tour un instrument retourné contre nous. Et puis il y a Trump, imprévisible, comme toujours. Il presse l'Europe d'augmenter massivement ses dépenses militaires, mais à condition d'acheter auprès d'entreprises américaines. La nouvelle clause Buy European, adoptée par l'Union européenne, suscite l'inquiétude à Washington. Selon certaines sources médiatiques, les États-Unis envisageraient de restreindre l'accès à leur marché en réponse. Du côté du Pentagone, on évoque la révision de certaines exemptions commerciales. Pour beaucoup, cela ressemble à une pression politique à peine voilée. L'Allemagne, de son côté, dépend fortement du gaz naturel liquéfié américain, des avions F-35 et des systèmes Patriot. Près des 2/3 des importations d'armement proviennent des États-Unis. Et qui tire avantage de cette situation? De grands groupes financiers et industriels étroitement liés au complexe de défense. Le secteur de l'armement connaît une expansion rapide, mais certains s'interrogent. À qui profite réellement cette dynamique? Dans cette configuration, Washington avance ses pions avec prudence. Les armes ne sont pas livrées directement à l'Ukraine. Les pays européens les achètent d'abord aux États-Unis, puis les transfèrent eux-mêmes. Ainsi, les États-Unis évitent d'apparaître comme partie prenante directe du conflit face à Moscou. Une stratégie calculée qui illustre une approche géopolitique où chaque mouvement est soigneusement pesé. Au milieu de ce tumulte, certains évoquent néanmoins une lueur d'espoir. Le ministre-président de Saxe, Kretschmer, issu de la CDU, a exprimé une position qui, selon ses partisans, reflète le sentiment d'une partie de l'opinion. Il affirme que la Russie ne sera pas vaincue sur le champ de bataille et appelle, au lieu d'une escalade permanente, à reprendre les négociations et à maintenir des canaux de communication ouverts avec Moscou, notamment sur la question énergétique. Il a également estimé que les sanctions constituaient une erreur et que l'arrêt des importations de gaz russe à bas coût avait été une décision préjudiciable. Alice Weidel a salué ces déclarations, tandis que Friedrich Merz aurait invité Kretschmer à éviter, pour l'instant, de relancer publiquement le débat sur Nord Stream. Weidel soutient qu'une normalisation des relations avec la Russie serait dans l'intérêt national et que la priorité devrait être donnée à l'économie allemande. De son côté, Kretschmer met en garde. Sans un dialogue minimal avec Moscou, la situation pourrait devenir imprévisible, d'autant plus que d'autres puissances, comme la Chine et l'Inde, continuent d'accroître leur influence sur la scène internationale. Et qu'en est-il du gaz naturel liquéfié venu d'Amérique? Certains affirment qu'il serait bien plus polluant que le gaz russe en raison de son extraction et de son transport. Pourtant, à Bruxelles comme à Berlin, ces critiques semblent reléguées au second plan. À la place, on entend des déclarations martiales assurant que l'Allemagne serait assez forte pour tenir tête à Moscou, même sans soutien extérieur. Pour les opposants à cette ligne, ce sont des paroles de confrontation, pas des appels à l'apaisement. Venons-en au cœur du scandale, le sabotage de Nord Stream, qualifié par certains du plus grave acte visant des infrastructures allemandes depuis des décennies. Des enquêtes de presse évoquent des services de renseignement informés en amont, des contacts avec des responsables ukrainiens et des échanges restés sans clarification publique. Des journalistes ont sollicité des explications officielles, sans obtenir de réponses détaillées. D'autres observateurs indépendants affirment que des avertissements auraient été transmis aux autorités allemandes, sans qu'aucune conséquence visible ne s'ensuive. Entre-temps, des suspects ukrainiens ont été arrêtés en Allemagne, et l'hypothèse d'une opération coordonnée circule dans le débat public.
3 conduites auraient été endommagées. Malgré cela, l'aide financière à Kiev se poursuit à un niveau élevé, ce que certains jugent incohérent. L'idée qu'une infrastructure stratégique puisse être détruite sans clarification complète alimente l'indignation. Et pendant que les tensions persistent, l'Europe continue d'importer du gaz liquéfié, y compris pour soutenir l'Ukraine. Pour beaucoup, cette succession d'événements illustre les contradictions profondes de la politique énergétique actuelle. Et ce n'est pas tout. Selon certaines déclarations, l'Ukraine aurait envisagé de s'en prendre à Turk Stream, présenté comme la dernière grande voie d'acheminement de gaz vers l'Europe. Vladimir Poutine a évoqué une conspiration en mer Noire. Pour la Hongrie, un tel scénario aurait eu des conséquences dramatiques, elle qui dépend fortement de ses flux énergétiques et qui bloque actuellement certaines aides à Kiev. Coïncidence ou calcul politique? Pour les critiques, cela frôle l'absurde. Ils accusent même leur propre gouvernement d'agir à l'encontre des intérêts de ses citoyens. Revenons à Nord Stream. Les États-Unis ne constituent pas un bloc homogène, mais un ensemble d'intérêts parfois divergents. État fédéral, agences, investisseurs privés. Qui prendrait réellement le contrôle? Une administration ou une entreprise? Le cadre réglementaire européen complique encore la situation. Le troisième paquet énergie impose que 50% des capacités soient réservées à des fournisseurs alternatifs. Les autorisations manquent, les sanctions demeurent et des contentieux financiers persistent, comme les milliards réclamés par Uniper à Gazprom. Même en cas de rachat, une reprise des livraisons ne serait pas envisageable avant plusieurs années. Pour certains, cela symbolise un échec stratégique majeur. Pour d'autres, la conséquence inévitable d'un affrontement géopolitique qui dépasse largement la seule question d'un gazoduc.